Vous connaissez tous la programmation orientée objet. Mais est-ce que vous connaissez son grand frère, la programmation orientée données, qui se concentre sur l'optimisation du cache, cette chose obscure que je connaissais très peu avant. Parce que l'orienté objet, l'object oriented programming, c'est sympa, c'est cool. C'est ce que la plupart des langages et méthodes d'apprentissage d'aujourd'hui veulent vous faire intérioriser. Mais c'est lent. Jusqu'à 90% du temps d'exécution d'un programme est uniquement aller chercher la donnée dans la RAM. Donc pour aller plus vite, autant se concentrer sur ça. Par exemple, dans la plupart des jeux qui font tourner vite tout un tas de choses, on utilise souvent un ECS, un Entity Component System, ou une autre structure du même type. Et ça fait partie de l'orienté donnée. Et comprendre les principes de base de cette façon de coder, ça m'a fait recomprendre pas mal de notions que je pensais acquises, et donc je le partage. Alors déjà, l'orienté objet, c'est quoi dans les grosses lignes? C'est écrire du code avec pour intérêt principal la gestion d'objets. Souvent on retrouve des classes ou bien juste des structures dans cette façon de faire. Pour l'exemple, on va créer une classe voiture. Hop, on crée la classe, on lui met des variables, un nom, une date de fabrication, un kilométrage, un prix, des dimensions, bref, de la donnée. Et des méthodes pour interagir avec. Bon, les méthodes, les fonctions de nos classes, normalement, prennent pas de place dans la mémoire, sauf si elles sont virtuelles, et dans ce cas-là, il y a un pointeur sur la fonction, je crois, mais on va juste les ignorer. On va partir de cette classe voiture, donc qui est de l'orienté objet, et petit à petit se diriger vers la même chose en orienté données, pour constater les gains de performance qu'on peut avoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de, par exemple, faire la moyenne des kilomètres de toutes ces voitures? On va toutes les parcourir, et récupérer leur kilométrage, et faire la moyenne, facile. On va tester plusieurs façons de faire parce que je sais pas ce qu'utilise cette application imaginaire. On va se concentrer sur deux paramètres, comment sont rangées nos voitures et on en a combien. Pour le stockage des éléments, on va tester un tableau, donc avoir tous les objets dans le même espace mémoire, une liste chaînée, donc stocker chaque objet dans son propre espace dans la mémoire, une hashmap, ou dictionnaire pour les pitonneux, qui est un entre-deux si je puis dire. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour avoir une comparaison en plus. Et pour le nombre d'éléments, on va tester 1000, 10 000 et 1 million d'objets. Dès que vous faites ce genre de test de perf, si c'est de la logique très simple, il faut faire attention au compilateur qui peut optimiser votre code sans que vous le sachiez. Ou alors vous pouvez juste créer des conditions qui sont pas réalistes, comme par exemple pour ma liste chaînée, si je crée tous les éléments à la suite, ils sont tous dans le même espace mémoire, et c'est pas l'intérêt de ce conteneur. Si je la gardais telle quelle, pendant mes tests, ça serait aussi voire plus rapide que le tableau. Donc pour pallier à ça, et pour appuyer mon point, je demande à l'ordinateur d'utiliser un espace mémoire entre chaque création de maillon de la liste chaînée. La classe voiture a les mêmes données que dit précédemment, on donne une valeur seulement pour le kilométrage, mais les autres variables existent quand même. Ce que je fais pour avoir le même résultat de moyenne de kilométrage avec chaque conteneur, c'est que je crée d'abord le tableau et remplis le kilométrage de chaque élément avec une valeur aléatoire. Ensuite je crée la liste chaînée à partir des valeurs du tableau. Ici on peut voir l'allocation mémoire que je fais pour fragmenter chaque maillon. Et enfin, je crée la hashmap que je vais remplir aussi avec les valeurs du tableau. Ensuite, on va simplement parcourir du premier au dernier élément chaque conteneur pour faire la moyenne. Et pour faire les comparaisons, je garde en mémoire seulement la durée totale du parcours. Hop, c'est parti, regardons les résultats. Premièrement, on peut voir que ça scale avec le nombre d'éléments, logique. Mais deuxièmement, on va voir que le tableau est toujours le plus rapide et que la liste chaînée est la plus lente. Mais alors, pourquoi ? Ce qui prend du temps, c'est pas de calculer la moyenne, mais bien d'aller chercher la donnée. C'est long parce que pour utiliser cette donnée, il faut qu'elle soit prête à l'emploi. Et être prête à l'emploi pour une donnée, ça veut dire être dans le cache. Le mot cache, ça peut faire peur, mais c'est tout bête. Quand on veut utiliser de la donnée, on check si elle est dans le cache. Logiquement, la première fois qu'on va en chercher, le cache est vide, donc on a un cache miss, un ratage de cache, et on va devoir aller chercher la donnée dans la RAM. Je vais pas rentrer dans les détails des différents étages de cache, etc. et nanana. Donc pour faire simple, la data est dans le cache, si on en a besoin, elle sera encore là, mais si on va chercher d'autres données, au bout d'un moment il y aura plus de place dans le cache, donc on va écrire par-dessus d'autres données. Et si on a besoin d'une donnée qui n'est plus là, on aura de nouveau un cache miss, et il faudra aller la chercher dans la RAM. Et aller la chercher dans la RAM, c'est long comparé à déjà l'avoir sous la main dans le cache. La différence est d'un facteur 100 pour la couche de cache la plus rapide, le cache L1. C'est-à-dire que je peux manipuler 100 données différentes qui seraient dans le cache L1, le temps d'aller en chercher une seule dans la RAM. Mais là vous allez me dire, dans tous les cas, pour faire ma moyenne des kilométrages, je vais chercher une seule fois le kilométrage de chaque voiture, donc normalement c'est jamais dans le cache. Mais c'est pas savoir que quand on load une donnée dans le cache, en fait on load pas juste la donnée, mais un espace mémoire dans lequel elle se trouve qui est copié dans ce qu'on appelle une cache line, et ces cache lines sont l'unité de stockage du cache et font en général 64 octets.
Donc si mon kilométrage est un int, un nombre de 4 octets, dans un loading de cache, je pourrais en load 16. Mais dans le cas de notre classe, j'en load pas 16 parce que tout autour, il y a de la donnée qu'on a mis. Le nom, les dimensions, etc. Et tout ça, la taille de ma structure est de 96 octets. 96, c'est 64 plus 32. Donc la première optimisation du tableau, c'est que quand je load un élément dans le cache, j'ai besoin de load 2 cache lines de 64 octets, et donc je load un élément et demi à chaque fois. En plus de ça, l'ordinateur il est pas bête, il me voit charger petit à petit tout mon tableau, donc il va préload dans le cache les éléments suivants. Et donc c'est plus rapide que d'aller un petit peu partout dans la mémoire et ne load les éléments que un par un, comme pour la liste chaînée par exemple, c'est logique. Alors de ce que je viens de dire, il y a deux paramètres principaux du data oriented qui ressurgissent. Premièrement, l'ordre de parcours. Hello, alors je suis à la fin du montage et je me suis trompé. L'ordre de parcours sera beaucoup plus important combiné au second paramètre principal du data oriented que je vais citer ensuite. Parce que je viens de me rendre compte que ce que je vous ai dit à l'instant sur le fait d'utiliser 2 cache lines pour charger un seul kilométrage, qui fait qu'on préload dans le cache l'élément suivant, c'est faux. En fait, je pensais que les différents étages de cache avaient des tailles de cache line différentes, mais non, c'est seulement leur capacité de stockage qui change, mon mauvais. Pour utiliser le kilométrage d'une voiture, l'ordinateur charge dans le cache que la cache line avec le kilométrage. Oui, on va sûrement charger les deux, parce qu'on a besoin des deux, vu que le kilométrage suivant sera sûrement dans la cache line suivante, mais on le fait pas forcément. Le plus important dans notre cas, c'est de load la RAM dans le cache de manière prédictible, donc de le faire dans l'ordre, c'est parfait. Hop, un petit test pour comparer l'accès dans l'ordre et l'accès aléatoire. Donc j'ai créé une première liste qui est simplement tous les nombres de 0 jusqu'à la taille que l'on teste, qui est ensuite mélangée aléatoirement. Et pour éviter que le parcours de cette liste soit pris en compte, pour la liste chaînée par exemple, ça serait très long d'aller chercher un élément en particulier, je récupère à l'avance l'adresse mémoire des éléments. Bon, c'est encore pas parfait comme benchmark, mais c'est juste pour illustrer le propos, et donc on voit que pour le tableau et aussi pour les autres conteneurs, on perd des perfs si on parcourt de manière non prédictible. On est toujours en orienté objet, on manipule encore des objets, notre classe voiture, mais avec cette notion de parcours prédictible, on se rapproche de plus en plus des préceptes de l'orienté donné. Et maintenant, pour le deuxième paramètre qui ressort, qui est le plus important et qui rentabilise encore plus le fait de charger dans l'ordre, c'est l'optimisation de la cache line. Donc on a vu qu'on chargeait un kilométrage par cache line, vu que notre classe est trop grande, mais si on chargeait uniquement des kilométrages, on n'aurait pas besoin de une cache line par, mais bien de une cache line pour 16 kilométrages, donc 16 fois plus rapide à vue de nez, en plus d'avoir besoin de charger moins de mémoire totale dans le cache. Et c'est là tout le secret de l'optimisation du data oriented. Au lieu de faire un objet qui contient des données, on met les données à part, bien comme il faut, le kilométrage avec les kilométrages, les noms avec les noms, les dimensions avec les dimensions, et comme ça, quand on veut parcourir l'une de ces données, on va à chaque fois entièrement utiliser le cache, à condition de lire les données de manière un minimum ordonnée, donc lire des données qui sont côte à côte. Et un objet va plus stocker de données directement, mais seulement l'index de position de sa donnée. On peut le faire de plusieurs manières différentes, mais je vais vous laisser réfléchir. Maintenant, si on compare ce qu'on avait avant en orienté objet avec la même chose mais en orienté données, on voit que les performances ont presque doublé. Pour conclure, l'orienté objet, c'est se trimballer tout un groupe de données qui vont ensemble, mais qui ne s'utilisent pas forcément ensemble, donc encombrer l'ordinateur de données inutiles. Alors que l'orienté données, c'est les compartimenter pour optimiser et n'avoir que des données utiles dans la partie la plus importante de votre ordinateur, son cache. Alors oui, c'est plus compliqué à prendre en main, mais c'est comme tout. Il faut utiliser le data oriented quand c'est utile. Si vous en avez pas du tout besoin, vous n'avez pas besoin de performance, vous voulez juste créer une application rapidement, bon, pas besoin. C'est sûr que l'orienté objet, c'est plus simple de dev avec, parce que c'est plus flexible, et on est habitué à ça. Mais une fois mis en place dans un projet, le data oriented, c'est pas si compliqué, et ça fait gagner énormément de performance. Et réfléchir du point de vue de la donnée, ça peut vous faire gagner du temps. Parfois, coder vite, c'est pas coder bien. Et peut-être que ça va juste et jamais vous être utile, mais au moins comprendre pourquoi ça marche mieux, moi ça m'a permis de comprendre le cache, et c'est une leçon importante pour être dev. Il faut pas forcément faire les choses pour les choses, mais aussi il faut les faire pour comprendre, parce que ça aura sûrement son importance plus tard.